Chez As Avocat, nous avons donc décidé de mettre en place sur LinkedIn une sorte d'observatoire de la connaissance. Vous nous posez des questions et on essaye d'apporter des réponses. En fait, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de montrer comment, dans le domaine du numérique et du juridique, tout n'est pas aussi simple que ça et que cela fait appel à une certaine expertise. Vous nous avez posé des questions, nous allons y répondre et ça commence maintenant. En fait, à la base, il faut s'interroger si le contenu qui est utilisé est protégé ou pas par le droit d'auteur. Donc, si ce contenu est protégé par le droit d'auteur, on sait que l'on ne peut l'utiliser sans autorisation. Donc, il y a déjà une approche qui se fait par la légalité. Si jamais le contenu est protégé, je ne peux pas l'utiliser sauf avoir obtenu une autorisation. En revanche, il y a des questions qui se posent parce que les IA génératives sont allées scraper toute une série d'informations et a priori, on nous garantit que l'usage est licite. Il se base en fait sur une exception de fouille de données. Et donc, il faut distinguer les données qui sont entrantes et des données qui sont sortantes. Au niveau des données qui sont entrantes, donc a priori, il y aurait eu cette exception de fouille de données qui permet une utilisation. Et dans les données sortantes, une question sera posée au niveau de la curation lorsque, en fait, on a rédigé des prompts et que, suite à ces prompts, il y a un contenu qui s'en dégage, et donc de savoir quelle a été l'influence de l'humain dans la réalisation de cette création. Donc tout ça en fait pose de vraies questions, et au-delà de la création, des responsabilités des contenus créés par de l'IA générative. Dans tous les cas, il y a des principes très simples à retenir. Une machine ne peut pas être auteur. Seule une personne physique peut être auteur. Quel est le rôle de la personne physique dans le processus créatif? Donc, vous voyez, il y a des enjeux qui sont très intéressants donc il faudra distinguer les données entrantes des données sortantes sur les données sortantes et le rôle qu'a eu l'humain dans cette part. Alors vous savez, là, c'est une question qui est très intéressante dans la mesure où vous faites appel en fait aux mises à jour. Mais au-delà des mises à jour, il faut savoir que lorsque l'on met en place des applications, on crée des cas d'usage, etc., il faut qu'elles soient conformes. Et donc, on doit apporter une garantie de conformité et également, on doit assurer que celles-ci sont sécurisées. Donc, c'est tout l'enjeu de cette anticipation. Et donc, vous mettez en place des veilles et vous allez assurer des mises à jour. Vous mettrez aussi dans vos conditions générales de vente une clause en disant que celles-ci vont pouvoir évoluer en fonction de l'évolution des règles de l'art ou des mises à jour réglementaires qui seront proposées, ce qui va donner aussi un gage de confiance et de sérieux à tout l'ensemble de vos utilisateurs. C'est une question qui est très intéressante dès lors qu'on cherche une responsabilité sociale de l'entreprise. Et beaucoup d'entreprises se définissent aujourd'hui à travers leur raison d'être. Donc on ne peut pas être un acteur qui est un consommateur d'énergie sans tenir compte en fait de la protection de la planète. Et donc on sait que l'utilisation du numérique et plus particulièrement de l'IA a des conséquences sur l'empreinte carbone, sur l'éco-conception. Alors ensuite il faudra faire la balance des intérêts. Est-ce que le gain de temps, est-ce que la valeur qui va être permise à être dégagée supporte cette idée de dégradation ou de consommation de l'empreinte carbone? Alors, mais il y a aussi d'autres questions. Peut-être qu'il faudra plus de transparence par rapport aux usages qui sont faits. Regardez aussi l'éco-conception dans le cadre des produits. Tout ça ça pousse à une démarche de qualité, étant précisé que ce qui est important, c'est la protection de la planète. Alors, je rappelle que l'utilisation de créations protégées par le droit d'auteur ou de signes qui font l'objet d'une appropriation par le droit des marques ne peut être fait sans autorisation, c'est-à-dire qu'il faut avoir obtenu une licence. Si vous ne l'avez pas, toute utilisation est susceptible de caractériser l'infraction de contrefaçon. Et donc, les conséquences sont quand même redoutables. Ensuite, vous êtes en tant qu'utilisateur, quand vous préconisez un prompt, faut faire attention à la manière dont vous le rédigez,
car vous êtes responsable de l'utilisation que vous en faites. Et ça, c'est aussi précisé dans les conditions générales de chaque éditeur de ce type d'IA génératif. Donc, une attention particulière doit être faite. Ensuite, il y a toute une jurisprudence qui considère que l'inspiration est de libre parcours, mais encore faut-il qu'il y ait moins de ressemblance que de différence. Vous voyez, c'est quand même complexe. Alors, la réponse ici est quand même assez simple, c'est que systématiquement, elles ne sont pas protégées. En fait, elles sont même ouvertes et donc il n'y a pas de difficulté autour de ça. En revanche, il faut, comme dans tout usage, être attentif, être prudent et vigilant pour ne pas utiliser en fait des données qui, elles, pourraient être protégées. Voilà, donc le principe est non, c'est pas systématique, on doit quand même rester vigilant. Moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus, j'ai pas de position particulière. Je pense que on doit se mettre en veille par rapport aux formations qui sont proposées. Les avis de personnes qui ont participé à des formations sont importantes. Après, c'est nouveau. Il y a dans le domaine de l'IT, les évolutions aujourd'hui, elles sont en semaines, parfois même en jours. Donc, il faut être constamment en veille et savoir que la formation, il y a toujours un décalage. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'être entraîné avec les outils pour avoir des gens qui ont été formés et qui peuvent ensuite transmettre. Donc il y a toujours un petit peu de décalage, mais il faut être vigilant. Alors c'est une question qui est très intéressante et pour cela j'ai pris quelques notes parce qu'il y a plusieurs choses que vous me demandez. En fait, je la reformule. Quels sont les enjeux des métadonnées en matière de gouvernance des données? Alors, le rôle des métadonnées est fondamental car elles apportent à la fois de la structure, de la compréhension et également des moyens de gestion sur les informations qui sont stockées. Et donc, on se rend compte que c'est vraiment le cœur, on est au cœur de la donnée ici. Et donc, ça présente des grands enjeux, et j'en vois 5. Le premier sur ces métadonnées, c'est qu'elles vont permettre une identification et une organisation, puisqu'on va comprendre quelle est l'origine, quelle est la nature, quel est le format, quels moyens de classification, quelles organisations ont été mises en place là-dessus par rapport à ces données. Deuxième enjeu important, il est au niveau de la recherche et de la récupération de cette donnée grâce à des balises. Et ces balises, bien entendu, elles aident à trouver des informations, et on va dire même mieux, les informations utiles. Le troisième point, il est propre à la qualité de la donnée. Qualité de la donnée quant à sa précision, quant à son actualité, quant à sa fiabilité. Le quatrième enjeu, il relève en fait de la sécurité et de la confidentialité, c'est-à-dire quels sont les niveaux d'accès, quels sont le taux de confidentialité de ces données. Donc on voit ici, il y a un élément qui est crucial. Et enfin, le cinquième grand enjeu, il est au niveau de la conformité réglementaire. Effectivement, une donnée qui n'est pas licite est une donnée qui est considérée comme étant qui n'a pas de valeur puisqu'elle est hors commerce, en tout cas dans son exploitation, si on voulait l'exploiter. Voilà un petit peu ce que je peux dire autour de ça. Et on voit que derrière la métadonnée, bien effectivement, il y a toute l'organisation de la gouvernance de la donnée. C'est une des règles du métier. L'avocat, lorsqu'il quitte les bancs de l'université, lorsqu'il quitte les bancs de son école de formation, lorsqu'il a prêté serment, toute sa vie durant, il est en veille constante. Si vous voulez, il y a à la fois la règle de droit. Cette règle de droit, elle change en fonction des nouvelles lois. Donc il y a des mises à jour en permanence. Et puis il y a également l'interprétation de la règle de droit qui se fait à travers la jurisprudence. Donc on voit que d'une manière générale, l'avocat est en formation permanente. Au-delà de ça, il y a l'utilisation des technologies. Donc il y a encore aujourd'hui des avocats qui utilisent le stylo et le papier, il y en a d'autres qui utilisent déjà ChatGPT. Donc c'est en fonction des uns et des autres. De toute manière, et au-delà,
l'importance, peut-être que pour le métier d'avocat, c'est son humanité, c'est sa proximité vis-à-vis de son client, et puis c'est son expérience. Donc on voit que au-delà de tous les outils, il y a l'humain qui est au centre de l'activité de l'avocat. Et ça, l'humain, on progresse tout le temps et on essaie de devenir toujours meilleur. Et je pense aussi que le temps est très bien parce que l'expérience nous apporte peut-être de la rondeur. On est plutôt plus anguleux au départ quand on commence ce métier. On veut tout prouver, alors qu'avec le temps, on comprend qu'il faut tout comprendre. Alors c'est une question qui est presque une question piège parce qu'on mélange deux choses. Le brevet, la protection des brevets, c'est sur les applications et les processus techniques. C'est lié à une invention. L'art, c'est autre chose, c'est protégé par le droit d'auteur. Alors on va répondre d'abord par rapport au brevet. Le brevet est une protection temporaire exclusive, puisque en fait il est d'une durée de 20 ans et non renouvelable. C'est-à-dire qu'à la fin des 20 ans, eh bien, ça tombe dans le domaine public. Donc, si vous voulez, c'est pas flexible, mais ça ne vise que des processus, j'allais dire, technologiques, techniques et industriels. En revanche, le droit d'auteur, lui, on peut dire qu'il est flexible et il est renouvelable. Pourquoi? Parce que le droit d'auteur, eh bien, ça permet à son auteur de mettre en place les modalités d'exécution, les modalités d'utilisation, de partage ou de cession. Donc, il est renouvelable. On peut concéder une licence de 3 ans, 5 ans, qui va ensuite pouvoir être renouvelée. Ça va durer, et ça aussi c'est intéressant, pendant toute la durée de la vie de son auteur. Et ensuite 70 ans après son décès lorsque c'est une personne physique. Donc on voit que finalement on n'a pas les mêmes enjeux. Le brevet, c'est quelque chose qui correspond à une activité, un processus technique. La création, l'œuvre d'art en tant que telle, ça va au-delà. Écoutez, je vous remercie pour toutes votre questions. On se rend compte que chaque question, c'est le début d'un voyage dans le monde juridique numérique. Et donc, si vous voulez, on peut continuer, on reste en contact, continuons, on fait ensemble des questions-réponses. Merci en tout cas pour la qualité de vos questions. Et j'espère avoir pu avec vous ouvrir des zones possibles dans les solutions derrière les enjeux que vous avez soulevés. À bientôt.